Bonjour et bienvenue au deuxième web salon du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui on parle MLC, la méthode de libération des cuirasses. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Aveni. Bonsoir Giorgio. Bonsoir. Bonjour Giorgio. Moi origine, on peut se tromper. Non, ça me. Mais tu sais ça. C'est drôle, c'est très drôle parce qu'en fait, mon nom de famille est également un prénom. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a énormément de personnes en fait qui m'appellent Giorgio. Du coup, je le prends très bien parce que ça a aussi une signification en fait. Donc, ça me fait toujours sourire. Oui. Mon cher Vincent, merci d'être là. C'est un plaisir. Mais c'est un plaisir pour moi aussi, Mario. Alors, je rappelle aussi à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence qu'il s'agit on va dire d'une double conférence. Il y a également une conférence en parallèle qui a été donnée par Maryse Antil sur le sujet, mais où on traite un autre angle de cette méthodologie de libération des cuirasses. Donc vraiment, je vous invite à bien profiter de cette conférence avec Vincent Aveni et aussi d'aller voir la conférence avec Maryse Antil. Alors, mon cher Vincent, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, alors Vincent Aveni, je pense qu'il voit peut-être mon nom en dessous. Voilà. Oui, il le voit. Je suis formateur MLC depuis maintenant 2 ans à peu près. Ça fait quand même 18 ans que je pratique la MLC, donc j'ai eu tout un parcours avant d'arriver à être formateur. Je suis quelqu'un d'atypique parce que j'ai réorienté ma vie en fait à l'âge de 42 ans à peu près, 43 ans. Il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que j'étais pas tout à fait sur la bonne voie. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très fier et très content. Et j'adore partager aussi ce qu'est la MLC, enfin toute la pratique que j'ai, parce que j'ai pas que la MLC, mais la MLC, c'est mon essence première et j'ai toujours beaucoup de plaisir à en parler. Moi, ce soir, Maryse vous a parlé de la pratique, je vais parler peut-être un petit peu plus de la théorie. De la théorie et puis qu'est-ce qu'il y a véritablement dans cette méthodologie. Et puis peut-être par petite parenthèse avant de continuer, est-ce que c'est la MLC qui a été à la source de cette reconversion ou est-ce que ça a été l'outil qui t'a accompagné dans cette reconversion? Je pense que ça pourra intéresser aussi les personnes qui vont regarder cette conférence. Bien sûr, bien sûr. Écoute, je partage volontiers ça. En fait, moi, je dirais les deux, parce que j'ai vécu un événement assez fort dans ma vie, assez majeur, où j'ai dû remettre en question pas mal de mes valeurs. Et à un moment donné, j'ai fait tout un travail de compréhension de ma problématique. Et à un moment donné, j'ai entendu Marie-Lise à la radio, Marie-Lise Labonté, qui est la créatrice de la méthode, qui exprimait quelque chose qui ressemblait, alors c'est pas tout à fait les mots, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, notre corps est comme un ordinateur qui garde tout en lui, dans des dossiers cachés secrets, et que en fait, dans toute ma compréhension, j'avais exploré mentalement mon mal-être, mais je ne l'avais pas exploré physiquement. Ce qui fait qu'il était toujours là, sous-jacent, par des tensions physiques, par des tensions musculaires. Et j'ai eu la curiosité elle proposait un stage à l'époque en Suisse. J'ai eu la curiosité d'aller essayer ce stage et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je me suis inscrit dans des classes que Maryse a si bien expliquées tout à l'heure. Et ensuite, j'ai fait quoi? Quelques classes et j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin et de me former. On parlera peut-être un peu de la formation après, si jamais. Et en fait, au moment où j'ai commencé à me former, moi, ce que je voulais, c'était juste transmettre un peu, mais pas arrêter mon activité que j'avais à l'époque. Mais ça n'a pas été possible. À un moment donné, j'ai compris que l'activité que j'avais continuée jusqu'à l'âge de 40-42 ans participait de mon mal-être et de ma destruction. Donc, j'ai décidé de m'orienter. Mais c'est une chance. Hein. Ouais. Ouais, absolument, c'est vraiment une chance et je trouve très joli aussi par rapport au regard de cette méthode
c'est vraiment une méthode, on en parlait avec Maryse aussi tout à l'heure, c'est vraiment une méthode de voyage intérieur et de remettre, pour remettre de la place pour de bonnes choses en fait. Hein. Tout à fait. Et tu vas parler sérieusement bien ce soir. Ok. Bon, alors peut-être Renaud, tu voudrais dire encore quelque chose avant que je… Alors, avant, ouais, merci beaucoup Vincent. Je voulais juste rappeler à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live, vous avez la possibilité de mettre des commentaires ou de poser directement vos questions à Vincent sur le cadran qui est sur la droite de cette vidéo et je les transmettrai à Vincent. Voilà. Et maintenant, Vincent, je te laisse la parole. Merci beaucoup et très bonne conférence. Oui, merci Mario. À tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, même si ma collègue en a parlé ce matin, je vais vous rappeler d'où vient la MLC. En fait, qui a créé la MLC? La MLC, c'est Marie-Lise Labonté, qui est une psychothérapeute. À l'époque, elle était orthophoniste canadienne, qui s'est retrouvée au début de l'âge adulte avec une maladie dite incurable qui s'appelait l'arthrite rhumatoïde. Et dans sa recherche pour aller vers la guérison, elle s'est retrouvée en possession, on va dire, en possession d'un livre qui parlait de l'antigymnastique, qui était une méthode créée par, et qui est toujours une méthode créée par Thérèse Bertherat. Donc elle est partie sur Paris pour se former à cette méthode. Elle vivait des douleurs intenses, parce que c'est une méthode corporelle aussi, elle vivait des douleurs intenses, mais ces douleurs la rapprochaient petit à petit d'une mémoire corporelle, de tous les traumatismes de l'enfance, toutes les difficultés de l'enfance, tous les conflits qui n'avaient pas été intégrés. Et elle a fait un chemin, un processus qui l'a amené de l'extérieur vers la profondeur du mal-être, pour pouvoir ensuite s'occuper de son mal-être. Et c'est de là que découle cette méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Marie-Lise, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Se guérir autrement, c'est possible ». Voilà. Donc, la MLC vient d'elle. Mais qu'est-ce que c'est finalement que la MLC? Alors, je vais répéter une phrase qu'elle nomme souvent, et c'est peut-être un hommage aussi que je lui rends. Le corps ne ment pas. Notre corps enregistre tout notre vécu. Donc, il a en mémoire, depuis notre conception jusqu'à maintenant, tous les événements de notre vie, qu'ils soient traumatiques, qu'ils soient agréables, qu'ils soient désagréables. Tout cela reste inscrit dans notre corps. Et tout à l'heure, je partageais cette histoire du disque de l'ordinateur où se trouvent dans des parties cachées de cet ordinateur encore des histoires, des mémoires de notre vie. Alors, quand on fait du travail en MLC, ce qu'on va faire petit à petit, c'est de se réassocier à ces mémoires. Parce que si c'est caché à l'intérieur de nous, si c'est enfoui au plus profond de nous, et que quelque part, ça nous manipule encore, ça nous met dans le mal-être, ça nous met dans la maladie, c'est que ces mémoires ont besoin d'être mises à la lumière pour être transmutées dans l'ici et maintenant, dans la lumière d'aujourd'hui, avec les forces que l'on vit aujourd'hui. La plupart de ces mémoires sont des mémoires qui viennent soit de l'enfance, soit de l'adolescence, ou alors même dans une partie d'âge adulte, où l'événement a été tellement traumatisant que l'on a refoulé cela dans l'inconscient. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cet événement si majeur que l'on a refoulé dans notre inconscient? Alors moi, je vais l'appeler le traumatisme. Que ce soit un traumatisme dû à un abus, que ce soit un traumatisme dû à un accident, ou alors un traumatisme vécu dans l'enfance parce qu'on a été maltraité, on a été abandonné, on a été tout un tas de blessures que l'on a pu vivre tout au long de notre développement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce traumatisme? Alors moi, j'aime bien la définition d'un de mes professeurs qui dit que le traumatisme est une histoire qui n'est pas aboutie.
Ça veut dire que dans notre vie, on a vécu un événement majeur et que face à cet événement majeur, on n'a pas pu mettre en place les processus qui auraient pu résoudre cet événement, qui sont des processus qu'on appelle des processus de défense. Ça veut dire soit attaquer parce qu'on se sent agressé, mais ça peut être agressé verbalement aussi, psychologiquement, pas seulement physiquement, mais aussi physiquement, bien sûr. On n'a pas pu répondre à l'attaque par soit répondre directement en attaquant, soit alors fuir la situation. Il faut imaginer qu'un enfant qui vit dans un milieu maltraité ne peut pas fuir ce milieu maltraité. Un enfant qui a été abandonné peut difficilement lui-même répondre à ses besoins que l'abandon ont soulevés. Donc ce traumatisme qui n'a pas été terminé finalement, il va soulever tout un tas d'émotions, mais des émotions tellement douloureuses que la psyché va s'en protéger. Et comment la psyché se protège? Ben, tout simplement en somatisant. Quand une émotion est tellement difficile à tenir, à supporter, notre cerveau est bien fait. Qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas sombrer dans une névrose ou voire même une psychose? La plupart du temps, ça se passe comme ça. Il va somatiser dans le corps l'émotion. Et cette somatisation, c'est ce que nous, on appelle une cuirasse. Ça veut dire que le corps va exprimer notre mal-être dans un endroit en se refermant. En se refermant, la douleur est beaucoup moins forte, moins intense, la souffrance est plus tolérable. Donc, on va se construire des cuirasses pour se protéger de nos émotions insupportables, de notre douleur insupportable et de notre souffrance. Et c'est ainsi qu'on se dissocie, que l'on se sépare de nous-mêmes. Il faut imaginer que si vous n'êtes plus en pleine possession de votre contact avec vos émotions, avec votre histoire, une partie de vous n'existe plus et vous n'êtes plus vraiment vous-même. Vous construisez une personnalité, vous vivez une vie. Bien sûr, c'est votre vie, mais elle est séparée de la vraie personnalité, mais que cette vraie personnalité qui porte la souffrance. Donc, on va se dissocier, on va se séparer. Et nous, comment je peux vous dire ça? Ces somatisations qui s'expriment la plupart du temps par des tensions physiques, ça peut être aussi des tensions émotionnelles ou des tensions mentales, par des maladies, des dépressions, des maladies incurables, des états de mal-être sous-jacents dont on ne connaît pas la raison, dont on ne connaît pas le début. Eh bien, nous, on appelle ça la manifestation des cuirasses. Donc, ces cuirasses sont là pour nous protéger de la douleur, mais en même temps, elles maintiennent un état sous-jacent d'insatisfaction, de frustration, de mal-être. Alors, je vous ai expliqué un peu comment se construit la cuirasse. Donc, la cuirasse, elle est physique, bien sûr, dans la somatisation physique, mais elle est aussi émotionnelle. Parce que face à la douleur, face à l'émotion intenable, on va aussi se protéger de cette émotion. On va la verrouiller. Ainsi, il y a des personnes qui s'interdisent de ressentir la tristesse, de ressentir la peur, de ressentir la colère, parce que pour eux, ressentir une émotion aussi forte pourrait être synonyme de retrouver la blessure du départ. Je pense que vous me comprenez à ce niveau-là. Donc, ces cuirasses, elles se construisent petit à petit en partant depuis l'essence première qui est le début de notre conception. Parce que déjà dans le ventre de la mère, il peut y avoir des perceptions de danger,
il peut y avoir des perceptions peut-être de n'être pas désiré. Alors, je ne dis pas que tout le monde vit ça hein, dans le ventre de sa mère, mais enfin, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des fœtus, il y a des embryons qui déjà ressentent une certaine hostilité. Il peut y avoir aussi des accidents qui impactent la grossesse de la maman, le décès d'un être cher pour cette maman, une séparation. Tout ça va déjà commencer à construire un début de cuirasse à travers les impressions que l'embryon ou le fœtus peut ressentir. Il peut aussi y avoir les angoisses de la maman face à sa grossesse. Admettons qu'elle ait perdu un enfant avant, eh bien, elle va mettre une charge, une forme d'angoisse sur sa grossesse. Ça, c'est une des premières cuirasses qui va devenir, enfin, qui va être encore impactée par la naissance. Vous savez que le passage, c'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, on sait plus ou moins que quand même, c'est une souffrance pour l'enfant, le bébé qui naît, le passage de l'accouchement. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des complications? Comment la maman a vécu cet accouchement? Tout ça vont venir imprégner déjà le corps de ce bébé de la première cuirasse, qui est ce qu'on appelle, nous, la cuirasse fondamentale, que vous pouvez voir sur le dessin, si Mario met le dessin. Voilà. Alors, si vous voyez en rouge ici, c'est la toute première ligne, celle qui se loge au plus profond de notre corps. Donc, vous voyez que l'installation des cuirasses, ça commence déjà au début de la vie. Et cette cuirasse-là, on l'appelle la cuirasse de la pulsion de la vie et la pulsion de la mort. Pourquoi? Parce que dans cette cuirasse, il y a la force de la vie du bébé, la force de la vie de l'embryon, du fœtus, mais il y a aussi tous ces risques de mort si, quelque part, la grossesse a eu et l'accouchement a été difficile. Donc, on porte en nous cette cuirasse, tout le monde la porte, cette cuirasse. C'est la cuirasse qui enrobe le corps, le cœur du corps, excusez-moi, le cœur du corps. Ça veut dire la partie la plus douce, la plus belle, la plus sensible, la plus profonde de notre être. Cette cuirasse fait partie des cuirasses de base, qu'on appelle cuirasses de base, parce que ce sont des cuirasses qui font partie du développement de la vie, mais qui ont un lien avec les processus de survie. Il y a la cuirasse, donc je vous l'ai nommée, fondamentale. Après, par-dessus, devant cette angoisse de la mort, eh bien, l'enfant va mettre encore une couche parce que c'est tellement difficile de sentir cette mort si proche qu'il va encore se protéger davantage en installant une cuirasse par-dessus qu'on appelle la cuirasse de l'impuissance désespoir. Alors, tout le monde porte ces cuirasses de base, à la base, on va dire, à des degrés différents, on est d'accord. Si la grossesse s'est bien passée, si l'accouchement s'est bien passé, le traumatisme de la naissance par l'attitude de la mère, des parents, du père, du substitut paternel, du substitut maternel, vont faire que cette cuirasse ne va pas devenir trop épaisse. Donc, on n'est pas obligé par-dessus de mettre une cuirasse forcément d'impuissance désespoir très épaisse. Mais n'empêche que l'on porte tous en nous cette cuirasse d'impuissance désespoir qui fait que dans certains aspects de notre vie où on se sent pris au piège, où notre vie en dépend, on peut se sentir dans l'impuissance et se sentir dans le désespoir. Voilà, ça c'est la deuxième cuirasse. Ce sont des cuirasses qui sont très très profondes. Ce sont des cuirasses qui se manifestent. La cuirasse fondamentale va se manifester par des accidents à répétition, par des maladies auto-immunes très profondes, très fortes, par des cancers des os. Enfin, vous voyez que ça impacte vraiment la personnalité, l'être dans ce qu'il y a de plus profond en lui. Donc, il y aura cette cuirasse d'impuissance désespoir qui va se placer par-dessus. Et devant cette impuissance désespoir, en réaction à cette cuirasse, on va construire une autre cuirasse qui s'appelle la cuirasse du mal-aimé. Alors, la cuirasse du mal-aimé, je pense que pour vous, ça fait sens. Moi, je dirais que
la plupart du temps, quand je reçois mes patients dans mon cabinet, ce sont des grands mal-aimés qui arrivent, mais à un niveau, on est tous des mal-aimés. La cuirasse du mal-aimé, c'est la cuirasse de la suradaptation. C'est la cuirasse physique, mentale et émotionnelle de « je vais tout faire pour ne pas ressentir mon désespoir, ma peur de la mort ». Donc, la peur de la mort, imaginez-vous bien, hein, quand je dis peur de la mort, c'est pas simplement peur de mourir demain ou peur de mourir d'un accident. C'est la peur qu'on veuille me faire disparaître, la peur de ne pas recevoir ce qui est vraiment essentiel à ma survie. Donc, on va mettre en place tout un tas de stratagèmes, c'est pour ça qu'on dit que c'est une cuirasse de suradaptation, tout un tas de stratagèmes pour obtenir ce qui est essentiel à notre survie. Et ces stratagèmes ont un coût, bien sûr. C'est que, la plupart du temps, on va nier notre réel besoin. On va nier notre réelle identité pour obtenir finalement de l'autre, ce manque à l'intérieur de nous, cette peur, pour guérir cette peur, pour dépasser cette peur de se retrouver totalement impuissant devant la vie. Et quand cette cuirasse ne suffit pas, pour certaines personnes, leur mal-être est tellement profond, ce qu'ils ont vécu a été tellement dur, leur capacité de résilience n'a pas suffi. La résilience, c'est notre capacité qu'on a à faire face aux aléas de la vie. Leur capacité de résilience n'a pas été suffisante pour ne pas être pris dans le désespoir face à ce qu'ils ont vécu, face à l'émotion présente, face à leur pensée, qu'ils vont se barricader. Ils vont construire ce que nous on appelle la cuirasse de protection. Imaginez la cuirasse de protection, c'est une protection par-dessus une protection. Et les personnes qui portent ces cuirasses de protection, très fortement, elles ne ressentent pratiquement rien. C'est des gens qui sont coupés de leurs émotions, coupés de leurs sensations, coupés... Tout est tellement feutré. Je me souviens d'ailleurs, une fois, je vais vous raconter une petite histoire, une fois, je me souviens d'avoir eu un participant dans une classe MLC. Il était incapable de sentir une balle de tennis dans son dos. C'est pour vous dire à quel point la cuirasse de protection est un filtre, un écran absolument impénétrable pour celui qui la porte. Donc ça, ce sont les cuirasses de base en MLC. Et vous pouvez imaginer un oignon. Le cœur du corps, je vous l'ai dit, c'est cette partie la plus tendre dans l'oignon. Et les 4 cuirasses de base, ce sont les 4 premières couches qui viennent gainer pour protéger le cœur de l'oignon. Ensuite, en MLC, donc ces cuirasses de base, elles se mettent en place à peu près jusque vers 7, 6, 7, 8 ans, comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle des cuirasses d'identité. Pour se construire notre personnalité, on a besoin de s'identifier à nos parents à travers la cuirasse parentale. Et extraordinaire la cuirasse parentale, parce que c'est aussi, dans mon travail, c'est aussi ce que je rencontre le plus souvent. En fait, la cuirasse parentale, c'est le corps perdu dans le corps des parents. On appelle ça comme ça en MLC, le corps perdu dans le corps des parents. C'est l'enfant, pour se construire, a besoin d'imiter. Les premiers exemples, ce sont les adultes qui sont autour de lui. Quand on parle des parents, moi je vais plus loin, je parlerai aussi d'un professeur qui est important pour lui, d'un maître d'école, d'un oncle, d'un grand-père, quand le père fait défaut, d'une grand-mère. Donc il va imiter pour apprendre à fonctionner dans la vie, il a besoin d'imiter pour apprendre, pour grandir, pour mettre en place son système de valeurs, de pensée. Il va imiter un des parents, des fois, quelquefois les deux aussi, et il va l'imiter dans ses mimiques, dans ses paroles,
dans ses postures. Et ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est blessant pour la personnalité, c'est quand, à l'âge adulte, on est encore aux prises avec cette cuirasse parentale. Quand cette imitation, cette imitation jusque dans les valeurs qu'on a apprises, reste un frein pour notre développement à nous, pour notre évolution. Donc ça, c'est une des premières cuirasses d'identification, si vous voulez, c'est la 5e couche de l'oignon. Encore une fois, nos parents sont là pour nous apprendre la vie, nous donner les valeurs, fonctionner en société, et c'est tout à fait correct. Une cuirasse, je vais le répéter, une cuirasse, ça protège quelque chose de l'ordre du douloureux. C'est quand cette cuirasse parentale reste, quand elle est toujours très active, que pour notre personnalité, c'est blessant. Ensuite, il y a d'autres cuirasses, parce que quand on arrive à l'adolescence, excusez-moi, la cuirasse parentale, elle commence vers l'âge de 4 ans à peu près. Et puis, elle peut perdurer jusqu'à, pour ma part, jusqu'à 42 ans. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de limite. Bon, même si ma mère m'appelle encore toujours mon fils, je veux dire, je me suis quand même libéré de la charge du conditionnement parental. Ensuite, il y a une autre cuirasse qui se met en place, qui est une cuirasse de l'adolescence, parce qu'à un moment donné, quand on arrive à l'âge de l'adolescence, normalement, on a besoin de se confronter à ce que l'on a appris, à ce que l'on nous a donné comme valeur. Et la cuirasse de l'adolescence, elle a ceci de particulier. Alors moi, j'aimerais quand même faire une différence entre se confronter aux valeurs des parents et changer de valeurs enfermantes. Si on est dans des valeurs enfermantes avec nos parents et qu'on entre dans une autre valeur enfermante qui sont des clans, par exemple. L'adolescent, lui, va chercher, pour continuer à construire sa personnalité, à s'identifier à un clan, à un cercle très fermé, à un gang, à des attroupements. Mais le fait de vivre cela en soi, c'est pas mal, hein, il n'y a rien de mal de toute façon là-dedans, mais c'est quand ce clan, quelque part, met en danger le développement de cet adolescent que ça devient problématique. Et la cuirasse de l'adolescence, la cuirasse d'appartenance, elle peut perdurer encore très longtemps avec des personnes qui vivent leur vie uniquement à travers des cercles de sport, des cercles d'amis, et qui ne sont rien sans ces cercles. Dernièrement, j'ai un patient qui est venu chez moi et qui justement vit cette difficulté à savoir qui il est, lui, parce que quelque part, il a été un peu éjecté d'un cercle d'amis. Enfin, il y a une autre cuirasse qui vient gainer encore celle-ci, c'est la cuirasse narcissique. C'est la cuirasse qui sépare le plus, le narcissique, parce que vraiment, dans la cuirasse narcissique, on n'existe qu'à travers le regard de l'autre. Tout est mis en œuvre pour trouver mon identité, si l'autre, pour donner une image de moi qui me donnerait une identité en étant reconnu à travers cette image dans les yeux de l'autre. Donc ça, c'est la cuirasse narcissique. C'est une cuirasse très difficile qui rend beaucoup de gens malheureux, qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout l'impact de la publicité sur les gens, sur nous, sur nos jeunes, nos adolescents, nos enfants, c'est une cuirasse qui est très, 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 très forte et très difficile. Parce que quelque part, on tend toujours, à travers cette cuirasse, à être autre chose que ce que l'on est. Mais dans l'image même, pas seulement dans la différence entre la cuirasse narcissique et la cuirasse du mal-aimé, c'est que dans la cuirasse du mal-aimé, j'œuvre pour obtenir quelque chose. Mais je sais qui je suis. Dans la cuirasse narcissique, je me transforme, je nie qui je suis, je n'existe plus, je ne suis plus qu'une image reflétée dans le regard de l'autre. Donc on comprend que
cuirasse narcissique est une cuirasse qui sépare l'individu. Et enfin, une dernière cuirasse qui est en place, c'est la cuirasse sociale. Donc, voyez, au fur et à mesure de donc la cuirasse de la société, correspondre à la société, au diktat de la société, au rôle que la société veut me donner, veut me faire jouer, à mon besoin de briller en société, tout ça va faire que quelque part, je vais nier chaque fois ma personnalité. Toutes ces cuirasses nous séparent. Toutes ces cuirasses. Donc, ce sont 8 couches, finalement, que l'on porte en nous, comme 8 manteaux, et qui protègent la partie la plus sensible en nous. Pourquoi ils la protègent? Parce que cette partie sensible a été blessée dans sa chair, dans son âme. Alors, la MLC, c'est quoi? Maintenant qu'on a parlé de la séparation, on va parler de l'association. La MLC, c'est, à travers le travail corporel, renouer petit à petit le dialogue avec son corps, remettre, descendre dans les couches, remettre un lien entre, petit à petit, entre notre blessure qui se trouve dans le cœur de notre corps et aujourd'hui, entre notre personnalité, notre conscient, recréer ce lien, et Maryse en a parlé dans la conférence de tout à l'heure, c'est recréer le lien entre la profondeur à l'intérieur de moi et ma personnalité, mon conscient. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais attendez, si je me suis protégé et puis que je fais un mouvement de MLC et puis je vais toucher à ma blessure, ça va juste se refermer, ça ne sert pas à grand-chose. Alors il faut savoir que d'abord, le corps est très intelligent. Il y a une écologie naturelle du corps qui fait qu'il essaye de garder le plus possible l'homéostasie, qui est la santé pour lui, c'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Donc, il ne va pas ouvrir comme ça toutes les cuirasses après un mouvement. Ça m'amène à vous dire aussi que ces cuirasses que l'on porte en nous, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, ont par elles-mêmes, chaque couche a, des niveaux. Il y a un niveau qui est plus superficiel, un niveau qui est plus moyen, on va dire, comme si on descendait dans une couche, et un niveau qui est plus profond. La même chose avec les cuirasses. Si vous allez dans une cuirasse du mal-aimé, la première fois que vous allez faire des mouvements et que vous touchez à cette cuirasse, vous ne la toucherez pas dans ce qu'il y a de plus intrinsèque comme douleur. Vous n'allez pas toucher à « j'ai pas le droit de vivre ». Vous toucherez peut-être à « pour être aimé, je dois satisfaire aux besoins de la personne qui m'est proche ». Et petit à petit, à force de faire ce travail, petit à petit, on va descendre dans les couches musculaires, dans les couches émotionnelles, dans les couches mentales. Les couches mentales, c'est les couches psychologiques, si vous préférez. C'est justement toutes ces croyances que l'on a mis en place pour justement se protéger de la douleur. Donc, il y a des couches. Et on aborde à travers la MLC petit à petit notre corps. On descend petit à petit dans ces couches musculaires, émotionnelles et mentales jusqu'à arriver, idéalement, à l'histoire la plus profonde, celle qui est la partie de nous qui porte ce qu'on appelle en MLC la blessure fondamentale, celle qui porte une blessure d'abandon, une blessure de non-reconnaissance, une blessure de maltraitance, une blessure d'injustice, une blessure de trahison. La MLC, la méthode de libération des cuirasses, elle nous amène tranquillement vers, toujours plus profondément, vers le contact avec notre blessure existentielle. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et quand on arrive à ouvrir ces cuirasses, il y a une énergie de vie extraordinaire qui en émane. Parce que, bien sûr, ça nous protège de nos souffrances.
ça nous protège de sentir la douleur, mais en même temps, on enferme la vie, on enferme l'amour, on se coupe de la vie et de l'amour. Donc, quand on les ouvre, ces cuirasses, quand on les ouvre, cette énergie de vie, cette énergie d'amour, elle explose, elle ressort. Beaucoup de mes participants, au moment où ça s'est passé, m'ont dit, mais c'est juste extraordinaire, je sais ce que c'est que de m'aimer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que c'est une méthode juste incroyable d'association. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette association passe par le corps. Dans mon processus, j'avais tout compris. Et au moment où j'ai fait ma formation, au moment où j'ai retraversé tout ce que j'avais compris dans mon corps, la guérison s'est installée, la guérison était là. Il m'a fallu faire le pas d'aller rencontrer mon émotion, ma douleur, jusque dans mes cellules pour sortir de mon mal-être qui était en lien avec une blessure profonde. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Vincent. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions. Vincent Aveni est actuellement en direct avec nous. Mais merci aussi d'avoir décrit aussi bien ces différentes couches, hein, qui sont là pour protéger le cœur, qui sont là pour protéger l'être. Dans toutes ces cuirasses, toi, avec ton expérience en tant que formateur, mais aussi en tant que thérapeute, est-ce qu'il y en a qui reviennent peut-être plus fréquemment qui reviennent dans le sens qu'ils se retrouvent plus fréquemment? Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un peu est-ce qu'on peut parler de tendance, ou en tout cas peut-être d'environnement où les gens sont particulièrement touchés, peut-être une cuirasse narcissique, ou tu parlais des cuirasses de limitation ou de l'adolescence ou d'autres. Est-ce que tu remarques dans ta pratique qu'il y a des choses qui reviennent j'ai cité le cas d'un patient qui était aux prises avec une cuirasse d'appartenance, mais c'est vraiment pas la majorité. La majorité, c'est quand même la cuirasse du mal-aimé, qui est couplée avec une cuirasse parentale. Parce que finalement, n'ayant pas obtenu en tant que mal-aimé, n'ayant pas obtenu de ses parents, en tout cas des substituts parentaux, sa nourriture affective, on va dire, eh bien, il a été cherché dans encore plus d'imitation, ou peut-être plus de rejet aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui rejettent. Mais il faut savoir que le rejet, c'est toujours une forme d'accroche. Parce que si je rejette une valeur, si je la rejette, hein, je parle pas ou si je rejette un de mes parents, je reste quand même toujours aux prises avec ce parent. C'est pas parce que je le rejette que ce parent n'existe pas. Donc, je vais dire, c'est la cuirasse parentale et la cuirasse du mal-aimé qu'on ressent le plus. En ce moment, c'est des nouvelles cuirasses qui arrivent, avec certainement quelque chose qui était plus difficile à peut-être, pas plus difficile, mais qui mettait du temps à aller chercher, ou en tout cas à faire émaner des personnes, c'est l'impuissance des espoirs. Et on voit aujourd'hui que l'impuissance des espoirs fait son travail et traverse la couche du mal-aimé pour vraiment se présenter. Donc moi, je dirais, c'est ce qui se présente aujourd'hui le plus. C'est l'impuissance des espoirs. Alors, je rappelle, c'est cette cuirasse d'impuissance, de désespoir. C'est vraiment, c'est cette deuxième cuirasse, hein, c'est ces couches vraiment profondes qui sont dans tu avais fait une différence, Vincent, entre les cuirasses d'identité et les cuirasses de base.
Voilà, exactement. C'est des cuirasses de base. C'est la deuxième cuirasse de base qui se manifeste lorsque les gens, dans ce processus de naissance. Donc, les cuirasses de base, ce sont des cuirasses qui appartiennent au processus de survie, De donc, survie. de survie, aux besoins vitaux. Mm. Tandis que les cuirasses d'identité appartiennent à la construction de la personnalité. Ouais. Mm. Mais lorsque tu faisais la différence entre justement ces différents stades et que tu les illustrais, le moment où on est à un stade d'embryon et on est en conception finalement, on est encore dans le ventre de notre mère. Et après, tu parlais aussi de cette expérience qui peut être très traumatisante au moment de la naissance. C'est-à-dire que ces cuirasses de mort, d'angoisse ou d'impuissance, de désespoir, elles peuvent survenir à différents moments, que tu sois avant la naissance ou après la naissance. Alors, oui. Est-ce que tu peux les retrouver finalement encore dans les deux stades? La cuirasse d'impuissance désespoir, elle va se positionner à partir d'une année et demie. D'accord. Parce que jusqu'à peu près une année, comme ça, l'enfant et la mère, il n'y a pas de séparation entre l'enfant et la mère. Ouais. Donc, on va être plus dans une cuirasse, dans cette symbiose qui est entre l'enfant et la mère. On va plus être encore dans la cuirasse fondamentale où il est tellement dépendant totalement de sa mère que, en tout cas dans ce lien symbiotique, hein, ça, ouais. Ou du substitut, ou de la personne qui est chargée d'assurer sa survie. Après la puissance des espoirs, il y a déjà une forme on va dire, de séparation entre l'objet et le sujet, entre l'objet mère et l'enfant. Donc là, il y a déjà une séparation. Le mal-aimé va se mettre en place un peu plus tard, quand l'enfant a la capacité d'avoir une cognition, une intelligence pour mettre en place des stratégies vers 4 ans, comme ça, des stratégies pour obtenir ce qu'il a besoin. Tu comprends? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a des âges, mais en même temps, on va dire l'impuissance des espoirs, elle pourrait tout d'un coup se renforcer à 4 ans avec le mal-aimé. Elle peut se renforcer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si l'enfant n'obtient quand même pas ce qu'il veut, malgré toutes les stratégies, eh bien, il va retomber dans l'impuissance des espoirs. C'est pas que une fois qu'on a une autre cuirasse, l'autre disparaît. Elle est là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est prête à se réactiver. Donc, quelqu'un qui fait une dépression, il tombe dans sa cuirasse d'impuissance des espoirs. Et s'il va jusqu'à côtoyer la mort, il est dans sa cuirasse fondamentale. Tu comprends? Et là, évidemment, avec cette notion de finalement cette couche d'impuissance, de désespoir que tu retrouves maintenant beaucoup plus fréquemment, évidemment, ça nous ramène à cette croyance de finitude. Oui. Qu'il y a un début et qu'il y a surtout une fin et qu'on a peur de cette fin. Hein. Ça nous ramène, parce qu'elle est juste après finalement, elle est juste après cette cuirasse d'angoisse d'être séparé. Et après, il y a la séparation, et du coup, il y a la séparation, cette séparation, on va dire, émotionnelle, mais qui ramène finalement cet enfant à, oui, mais ça va se terminer aussi physiquement. Oui. Moi, je dirais la cuirasse d'impuissance des espoirs, elle est là justement pour se protéger de l'angoisse de la mort, la finitude. Moi, je l'ai rencontré, cette angoisse de la finitude dans ce que j'ai vécu. C'est quelque chose de terrible quand toutes les stratégies que j'ai mises en place pour calmer mon mal-aimé et que ces stratégies n'ont pas fonctionné, je suis tombé dans cette cuirasse d'impuissance des espoirs j'essayais de me raccrocher le plus possible justement pour sentir le moins possible cette angoisse de la mort. Mais l'angoisse de la mort, c'est quelque chose qui appartient à l'humain.
C'est quelque chose, la finitude, c'est quelque chose qui appartient à l'humain. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se coupe tellement de cette angoisse de finitude en construisant nos cuirasses et tout, qu'on oublie qu'il y a une finitude, jusqu'à ce que la vie, petit à petit, nous amène. Alors, on voit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des finitudes physiques. Voilà, il y a des finitudes de relations physiques en ce moment. Il y a des gens qui vivent des angoisses de mort parce qu'ils ne peuvent plus voir un ami, voir leur famille. Alors en France, c'est encore plus terrible. Hein. J'ai discuté avec une personne tout à l'heure, elle ne peut même pas recevoir une amie chez elle. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc là, oui, là, alors les cuirasses d'impuissance, désespoir, pour le coup, si la personne a une fragilité, un besoin affectif énorme, ben, l'impuissance désespoir, elle va vraiment émaner, quoi. Il y a quelque chose par rapport à ça que je trouve qui est très joli dans ta présentation. C'est que tu parles de ces différentes cuirasses et d'un côté de l'importance qu'elles ont, l'importance qu'elles revêtent pour nous apporter une protection, mais qu'en même temps, il y a un dysfonctionnement qui se met en place, qui peut se manifester à ce moment-là, mais que la finalité, lorsque tu nous parles finalement de cette libération de cette cuirasse, c'est très beau, c'est cette énergie de vie sensationnelle qui se dégage en fait de ça. Et peut-être que parmi les personnes qui sont en train de regarder cette conférence ou les autres qui la verront plus tard, c'est vraiment de se rappeler à ça. C'est vraiment de se reconnecter à ça. C'est qu'une fois que comme tu l'as fait toi-même aussi dans ton parcours, comme d'autres personnes, c'est qu'à partir du moment où tu retraverses finalement ce dysfonctionnement et tu fais face finalement, tu vas vraiment à la découverte du nœud et qu'il se libère, eh bien, tu ne tombes pas finalement sur le nœud, sur l'expérience du nœud, mais sur la libération du nœud. Et c'est ça qui est magique. Oui, bien sûr. Mais c'est important de le dire. Je pense que c'est vraiment important de vraiment souligner ça parce que sinon on pourrait presque se dire, ah mais en fait il y a plein de couches comme ça, il y a des trucs bloqués. Du coup il faut pas y aller. Il faut pas y aller parce que ça va ouvrir une porte finalement de mon angoisse de mort, de mon impuissance, de mon désespoir, de tout ça. Oui, mais imagine que à l'extérieur c'est le chaos, c'est la guerre. Tu es né dans la guerre. Et pour te protéger, on t'a enfermé dans un endroit totalement fermé. Tu risques rien. Mais quelle est ta vie là-dedans? Ouais, c'est ça. Ouais. Quelle est ta vie? Donc, si tu sors, bien sûr, tu prends le risque que la guerre soit encore là, mais entre-temps, tu auras grandi. Entre-temps, cette blessure fondamentale que tu vas retrouver en faisant le chemin petit à petit vers la réconciliation, la reconnexion, l'association avec ton corps, tes émotions, tu auras grandi, tu auras accumulé des forces. C'est pour ça que ce qui est extraordinaire dans cette méthode, c'est qu'elle ne va pas te faire descendre si il n'y a pas de force à disposition. Au moment où tu ouvres la porte, quand tu sors, c'est magnifique. Il n'y a plus de guerre. Je ne sais pas si tu vois l'image. Ouais, non, mais tout à fait. En tout cas, c'est une approche qui permet, ce que je trouve, à force évidemment d'interviewer des conférenciers sur plein de méthodes différentes, déjà tu te rends compte que ce sont tout un ensemble de pratiques qui permettent de toucher des couches différentes dans toute la richesse de l'humain et qu'au final, tu arrives toujours, l'objectif est toujours évidemment d'arriver dans ce déclenchement de lumière, d'apaisement, de réconfort, hein. Mais qu'à un moment donné, il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route, faire face, aller voir finalement qu'est-ce qui bloque encore pour après avoir finalement un peu le cadeau. Parce que c'est le cadeau après, hein, cette énergie vitale. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à se mettre en route? La plupart du temps, c'est vraiment un mal-être très profond. Maryse parlait tout à l'heure qu'on peut aussi faire des classes MLC pour le bien-être, bien sûr. Et je trouve chouette aujourd'hui parce que de plus en plus de personnes ont cette conscience qu'il ne faut pas attendre la catastrophe
pour commencer à avancer. Mais chez moi, le déclic, ça a été un événement majeur. Je pense que j'aurais encore tenu peut-être jusqu'à la destruction totale. Si je n'avais pas eu un événement majeur que j'ai pu intégrer, un trauma que j'ai pu intégrer pour me mettre en route. C'est souvent ce qui pousse, c'est ce que Marie-Lise appelle ça le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a un déclic alors que l'autre personne qui vit la même chose n'a pas ce déclic? Ça, c'est le grand mystère. Mais oui, si on n'entre pas sur le chemin le moins fréquenté, on ne va pas aller vers la réconciliation, vers la guérison, vers la reconnexion avec l'énergie de vie qui est en nous. Bien sûr, on se protège de la souffrance, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est un processus de survie. La douleur est tellement intense, le système nerveux est tellement activé, mais il ne peut pas mettre en place ses défenses d'attaque ou de fuite. Il est bloqué, il est figé. Donc forcément que c'est trop douloureux de rester dans cet état et on se ferme. Ouais, je comprends bien. Ouais. Moi, il y a encore un point qui m'a interpellé dans ta conférence. C'est le lien que tu fais entre cette cuirasse de base du mal-aimé avec cette cuirasse identitaire, cette cuirasse parentale. Et en fait, toi, tu les mettais souvent, tu parlais finalement qu'elles allaient souvent ensemble. Et moi, en fait, celle que j'aurais mis avec le mal-aimé, qui est là pour reprendre ce que tu disais, hein, qui va tout faire finalement pour nier sa réelle identité du mal-aimé. Moi, je l'aurais mis en fait avec la cuirasse narcissique, qui va tout faire en fait pour obtenir cette approbation extérieure, un peu comme Jung qui disait finalement c'était un peu le propre de l'extravert, qui va déterminer sa propre valeur uniquement sur la base de ce que vont penser les autres. Mais en même temps, c'est aussi le reflet d'un manque d'amour. Oui, mais là, on est dans la cuirasse narcissique, on est dans la recherche d'une image, une image que l'on cherche dans le regard de l'autre. Ouais, d'accord. Dans le mal-aimé, on est à la recherche d'amour, d'attention, c'est-à-dire, on va pas chercher ça dans l'autre. On va agir, on va mettre en place tout un stratagème d'action, à nier sa personnalité pour obtenir quelque chose de l'autre. Tandis que dans la narcissique, on ne se reconnaît que dans le regard de l'autre. D'accord. Ok. Ouais. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Ouais, non, je vois bien la différence. Je vois bien la différence. Mais c'est vrai que quand tu le présentais, c'est comme ça en fait que ça m'avait interpellé. Je me suis dit tiens, je vais lui poser la question parce que c'est une nuance, mais c'est une nuance importante. Ah oui, c'est une nuance importante. D'ailleurs, les cuirasses sont sous-titrées. La cuirasse narcissique, ça s'appelle le beau corps. Hein, le beau corps. Donc tout est fait pour que le corps soit beau comme une image. La cuirasse du mal-aimé, c'est le corps bafoué. Donc, ça veut dire qu'on va tellement se compromettre physiquement, émotionnellement, pour obtenir quelque chose de l'autre, tandis que dans la cuirasse narcissique, on n'existe pas. On n'existe que si l'autre nous renvoie l'image de qui nous sommes. Du coup, dans le mal-aimé, lorsque tu prends par exemple un profil de violence psychologique, par exemple dans un couple, avec qu'on appelle aujourd'hui plus fréquemment une situation de perversion narcissique, celui qui est dans le rôle, on va dire du maso finalement dans l'histoire, qui va accepter des miettes, qui va accepter finalement cette autodestruction par manque d'amour de lui-même, on va le retrouver là-dedans. Dans le début, en tout cas, oui. Après, il y a tout un jeu d'influence. Après, il y a tout un jeu d'influence, évidemment. Mais dans le début, oui. Si moi, j'ai la capacité de le faire changer. Je vais faire en sorte que lui change et ça va devenir une belle personne et il va m'aimer grâce à moi. Dans le début, oui. Après, il y a tout un jeu d'influence. Je pense qu'après, ça tourne à autre chose. Mais dans les premières, oui. Pourquoi les gens restent avec
avec des hommes des femmes restent avec des hommes qui les battent, des hommes restent avec les femmes qui les battent aussi ou qui les Ouais, débattent. bien sûr, ouais, qu'il y a cette maltraitance dans le couple, enfin dans tout type de relation finalement, hein, personnelle. Ouais. Pourquoi on reste? Pourquoi on reste? Parce qu'on a peur de perdre l'amour, on a peur de se retrouver seul, on a peur. C'est ça qui fait. Ça, c'est le mal-aimé. Contrairement au narcissique qui, lui, de toute façon, je pense que le narcissique, il a son besoin, c'est juste, on va dire son besoin, c'est d'avoir une forme de tiens, tu me trouves beau. Ah, tu me trouves beau. Pour la confirmation de. Voilà. Ouais, exactement. Ça, tu saisis un petit peu plus. Vincent, c'est passionnant. L'heure tourne. Je pense on pourrait encore parler encore pendant des heures sur ces différentes couches, sur différentes cuirasses. Moi, ce que je te propose, c'est aussi que tu nous parles aussi un peu de toi, de tes activités. C'est comment on fait pour rentrer aussi en contact avec Vincent et tout ce qu'il propose. Alors, peut-être, moi, ce que j'aimerais juste peut-être dire aussi, c'est, tu sais, j'ai écrit un livre. Ouais, mais bien sûr, ouais. Un livre qui s'appelle Blessures de vie, se libérer des chaînes du traumatisme. En fait, je parle des méthodes que j'utilise. Parce que c'est vrai, la MLC, ça a été mon point de départ. Et ensuite, j'ai toujours aimé travailler avec le corps. Hein, j'ai toujours aimé. Je me suis formé dans une méthode qui est proche de l'ostéopathie, qui est de l'orthobionomie. Puis ensuite, je me suis formé avec Marie-Lise encore avec le travail avec l'inconscient. J'ai été formé avec les traumatismes, avec les émotions. Donc, j'ai eu pas mal de formations qui m'ont aidé à comprendre encore un petit peu plus l'humain, si on veut bien. Et tout ce qui ça, c'était mon besoin personnel, tout ce qui créait de la souffrance et de la douleur chez les gens. Et parce qu'à chaque fois, pour moi, ça a été un chemin aussi que je prenais qui m'amenait vers plus de liberté et pour nourrir mon énergie de vie. Je peux peut-être te mettre le livre. Oui, et d'ailleurs, pour les personnes qui ont envie d'avoir cette information, vous avez également cela dans le descriptif de la conférence. Voilà, merci. Alors, voilà, exactement. De Vincent Vénil, Les blessures de vie, aux éditions Favre, qu'on salue également. Et vous avez toutes ces informations également dans le descriptif de sa conférence, également sur le site internet des Salons du Mieux Vivre. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une formation, Maryse en a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a une formation qui débute l'année prochaine. C'est juste une formation absolument extraordinaire. Et cette formation, on peut la trouver, tout le descriptif de la formation sur le site. Il y a un site qu'on a créé exprès qui s'appelle www.formation-mlc.ch. Et on le trouve aussi de toute façon, le lien sur le site de l'association MLC Suisse. Donc, pas de problème. Moi, il y a une phrase que j'aimerais nommer qui est juste extraordinaire, qui appartient bien à la MLC et qui dit qu'il n'y a pas de fatalité à supporter la souffrance. Si la douleur est utile, parce que la douleur est une information que quelque chose ne va pas dans notre corps, la souffrance, non, elle n'est pas utile. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de fatalité à souffrir aujourd'hui, vraiment. Tu me diras, oui, évidemment, les enfants qui vivent dans la guerre, mais en tout cas, ou qui vivent des choses difficiles avec des parents qui les maltraitent. Mais se maintenir, quand je dis qu'il n'y a pas de fatalité dans la souffrance, c'est se maintenir dans la souffrance quand on a conscience que cette souffrance est là. Il existe tellement de méthodes et tellement de possibilités pour alléger cette souffrance. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et évidemment, autant l'enfant, lui, il est complètement dans cette situation de dépendance par rapport aux parents, autant l'enfant qui devient adulte et qui retrouve sa souveraineté, lui, il a la possibilité. Il a la possibilité de reprendre dans ses bras le petit enfant qui, lui, n'a pas pu fuir, tu en parlais au début de ta conférence, ou qui n'a pas pu faire autrement pour apporter
la guérison, l'écoute, la compréhension, la guérison nécessaire. Je suis complètement d'accord avec toi. Super. Voilà, c'est ce que je voulais donner juste comme vision pour moi, que la souffrance n'est pas utile en fait. C'est ça. Et du coup, c'est un peu le mot de la. Est-ce que c'est le mot de la fin, Vincent Vini? Ah oui, on peut dire que c'est le mot de la fin. Bien sûr que la souffrance est là, mais elle n'est pas utile. La douleur est utile, mais pas la souffrance. Voilà. Magnifique. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est de rester là-dessus et de laisser aussi les personnes qui regardent la conférence de laisser infuser cette dernière phrase. Merci infiniment, Vincent Vini, d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Mario. Merci bien, c'est un plaisir. Et à une prochaine, et merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir avec nous. Si vous avez apprécié cette conférence, merci de liker, merci de mettre un commentaire en dessous de cette conférence et de vous abonner à la chaîne des Salons du Mieux Vivre. Et à très bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée.